Je voulais commencer à aborder aujourd'hui les Chot Hanouka, parce qu'on est Shloshim Yom, on est 30 jours avant la fête, on est le 26 Maheshvan. Donc on a même un jour de retard pratiquement sur le 30 jours. Alors vous allez me dire, on apprend le principe de prendre les lois de la fête 30 jours avant la fête de Pessah. C'est parce que Moshe Rabbeinu était à Pessah et il a enseigné les lois de Pessah Sheni, qui sont un mois plus tard. Donc de là, on apprend les lois de la fête 30 jours avant. Maintenant, il est possible de dire, ça c'est bon pour Pessah, parce que Pessah, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire pendant Pessah. Cachérisation des ustensiles, chasse du Hametz, tout ça, ça doit se faire avant Pessah. Donc c'est pour ça que pour Pessah, seulement pour Pessah, on doit faire 30 jours avant. Mais pour les autres fêtes, on n'est pas obligé. Concrètement, on voit bien que 30 jours avant Rosh Hashanah, on commence à les slichot, le shofar chez Ashkenazim. On voit qu'il y a une yann de faire 30 jours avant. Et c'est pour ça que je pense que 30 jours avant une fête, on doit commencer à se mettre dans l'ambiance de la fête. Et qu'il est trop dommage quand il y a des halachot, parce que les halachot, c'est ce qu'il y a de fondamental dans l'étude. Et on étudie souvent les lois de la fête un peu avant la fête, et puis on est toujours obligé de revoir rapidement, d'accélérer et de connaître les grandes lignes. Et puis dire, bon, il y a des détails qu'on verra, mais on les voit jamais. Puisqu'après, une fois que la fête est passée, c'est pour ça que je me dis 30 jours avant la fête, c'est pas du luxe que de commencer à aborder la halachot, même si quelque part, vous allez voir que, je ne sais pas si on va faire beaucoup d'halachot aujourd'hui, mais on va faire une sorte d'introduction. Et d'introduction à la fête de Hanouka, je vais évidemment la reprendre à partir du Rambam, puisque le Rambam est repris par le Mishnah Brura, ce qui est assez rare qu'on ait une introduction historique à la fête. Et c'est pour ça que je me suis dit ça peut être intéressant, parce que bon, pour placer le décor. Alors le voilà, c'est chapitre 3, c'est le début des Chot Hanouka, c'est chapitre 3 des Chot Megillah, puisqu'il fait Hanouka et Purim ensemble. Dans le calendrier, on a quoi en premier, Hanouka ou Purim? À partir de quand? Hanouka ou premier? Je sais pas. Hanouka? Hanouka. Bien sûr. Donc on a d'abord Hanouka. C'est sûr. Quel que soit le moment où on commence. Parce que si je commence à partir de Nissan, c'est quand même Hanouka, puisque Purim c'est après. Donc dans tous les cas, Purim est après Hanouka. Eh ben, et les Chot Megillah sont avant les Chot Hanouka. Bizarre? Vous pouvez me donner une... C'était avant Megillah. L'histoire de ça, c'est avant Hanouka. Bien joué. Bien joué, c'est déjà une bonne première approche, parce que l'histoire de la Megillah, de Purim, est arrivée avant la reconstruction du deuxième temple. Puisque c'est toute l'histoire du deuxième temple. Alors que l'histoire de Hanouka, c'est pendant le deuxième temple. Donc ça, c'est une deuxième réponse. Ça, c'est une très bonne déjà, mais on peut me donner une deuxième. La menace n'était pas la même. La menace était la même. À Hanouka, c'était plus une menace spirituelle. Ouais. Et à Purim, c'était une menace plus physique, matérielle. C'est bien. Et alors, alors, qu'est-ce qui est plus grave, la menace physique ou la menace spirituelle? Spirituelle. Alors donc, on est dans un crescendo, quoi. D'abord, on commence par la menace physique et après la menace spirituelle. Je prends. C'est une bonne réponse. C'est bien. Allez, vous avez une autre encore? On a déjà 2 réponses, qui est pas mal. Troisième réponse, dans l'ordre du Rambam, pourquoi Ilchot Megillah et après Ilchot Hanouka? Allez, une troisième. Le Rambam est toujours très attentif à ce qui est Deoraita des Rabbanan. Mais là, de toutes les façons, les deux, c'est des Rabbanan. Oui. Mais il y a dans la Megillah quelque chose en plus qu'il n'y a pas dans Hanouka. C'est qu'il y a un appui scriptuaire dans la Torah écrite, puisqu'on a une Megillah. D'ailleurs, il n'appelle pas Ilchot Purim, il appelle Ilchot Megillah. Ça veut dire qu'il y a une source dans le Tanakh de la fête de Purim, qu'il n'y a pas dans Hanouka. C'est pour ça, on pourrait dire que c'est aussi pour ça qu'il met Ilchot Megillah avant Ilchot Hanouka, et j'étaye ça, parce qu'il n'appelle pas ça Ilchot Purim,
la logique ce serait Ilchot Purim, Ilchot Hanouka. Ilchot Megillah. Donc il met vraiment l'accent sur la Megillah. Si on veut suivre la logique du Rambam, théoriquement on devrait avoir Ilchot Megillah, Ilchot de la Kataner. Non, c'est Ilchot Megillah, Ilchot Hanouka. Il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est que certainement, pour le Rambam, la fête de Purim a un aspect prioritaire sur Hanouka parce qu'il y a un appui, il y a un écrit. Alors, très franchement, l'introduction que le Rambam fait à historique, elle peut, chaque détail, on peut le décortiquer, ça peut être très intéressant. Ce qui va m'intéresser, c'est surtout la fin. Et parce que ça va avoir une certaine incidence et ça va nous permettre de répondre à une grande question. Il dit, Bebeit Sheni, à l'époque du deuxième temple, que chez Malchei Yavan, Gazrou Gezerot al Israël, quand les rois de Grèce, qui en fait étaient grecs de culture, mais n'étaient pas grecs, ils n'habitaient pas la Grèce, ils habitaient en Syrie, hein, cette époque. C'est, vous savez, la guerre qu'il y avait entre les Ptolémées et les Séleucides. Les Ptolémées qui vivaient en Égypte et les Séleucides qui vivaient en Syrie. Hein, et alors donc c'est les Séleucides qui nous ont fait du mal plus que les Ptolémées. Et il dit au bitlou datam velo inyahu otam narasok batora. Regardez, la première chose, c'est qu'ils nous ont annulé notre religion et ils nous ont pas laissé étudier la Torah. Premier problème, c'est qu'ils nous ont pas laissé étudier la Torah. Ou ba mitzvot et pas faire des mitzvot. Ou pashtu yadam mamona vevonotem, et ils nous ont pris leur argent et leurs filles. Venichnisu la-echal, ils sont rentrés dans le Echal, dans le Beth Amikdash, ou fartsubo pirtsot, et ils ont fait toutes sortes de profanation. Ils ont fait 13, on dit, ils ont fait 13 ouvertures, donc bon, ça c'est le Midrash qui rajoute. Vetimu ataorot, ils ont rendu impur tout ce qui était pur. Vetsar lahem le Israël, mais od, et c'était très dur pour Israël, mi penehem devant vous. Lachatzum, lachatz gadol, ad sherichem alehem, jusqu'au moment où Hachem les a pris en miséricorde. Eloke avotenu, le Dieu de nos pères, veoshiam, et il les a sauvés, miyaddam de leurs mains, veitzilam et gavru ben Hashmonai, et les fils des Hasmonéens, à Kohanim, et à Gedolim, qui étaient les grands prêtres, ont pris le dessus, Vergoum, et ils les ont tués. Veoshiu Israël miyadam, ils ont sauvé de leurs mains, veimidou meler, mina Kohanim, ça c'est mal. Ils ont établi un roi parmi les Kohanim. Or, le roi, il devait être de la tribu de Yehuda et pas de la tribu des Kohanim. Vechazra malchut le Israël, yeter al mataim shana, et ad achurban hasheni. Et la royauté est revenue en Israël pour les Juifs pendant 2 siècles, jusqu'à la destruction du deuxième temple. Fin de la première halakha. C'est bizarre parce que finalement, il ne nous a rien appris, enfin, si ce n'est que historique. Deuxième halakha. C'est là où il y a une chose. Et quand ils ont gagné, les Israël, sur leurs ennemis, ils les ont donc anéantis leurs ennemis. Bekafé Bekislev. Bekafé Bechodesh, pardon. Bekislev, le 25 du mois de Kislev. Donc ils ont gagné quand la guerre? Le 25 Kislev. Donc ils sont rentrés. Aya, donc c'était le 25 Kislev. Venichnesu le-echal, ils sont rentrés dans le Echal. Velo matsu shemen taor, bamikdash, ils n'ont pas trouvé d'huile pure dans le mikdash. Et là, par echad, ils ont trouvé qu'une petite fiole. Vous connaissez ça, hein, ça vous attendez pas, hein, un truc comme ça. Et attendez la suite, c'est terrible. Velo aya boladik et la yom echad. Il y avait à faire brûler qu'un seul jour. Bilvad, vidli kubo nerot. Et ils ont allumé des nerot à Marachal, le shmona yamim, pendant 8 jours. Vous attendiez pas à ça, hein? Ah, pourquoi il fallait 8 jours? Jusqu'au moment où on allait presser des nouvelles olives, veotzi ou shemen taor, et de faire sortir de l'huile pure. Évidemment, puisqu'il fallait de l'huile pure. Alors, là, au passage, le Rambam a répondu pourquoi il fallait 8 jours. Parce qu'il fallait de l'huile pure. Or, quand une personne a été en contact avec les morts, il a 7 jours de purification, avec l'eau mélangée à la cendre de la paraduma, et après 7 jours de purification, il est pur. Or, si je veux faire de l'huile pure, il faut des gens qui sont purs. Pour avoir des gens qui sont purs, il faut qu'ils passent le processus de purification. Donc, il fallait 8 jours pour avoir une nouvelle huile. Donc, c'est pour ça que ça dure 8 jours. Mais, petit problème technique.
D'après ce que dit le Rambam, ils ont gagné quand la guerre? Le 25 qui se lève. Donc le 25 qui se lève, ils rentrent. Mais le 25 qui se lève, c'est-à-dire le soir du 25 qui se lève ou le matin du 25 qui se lève? Logiquement, s'ils ont gagné, on parle de gagner la guerre, c'est pas le soir, c'est le matin, c'est le jour. Donc le jour du 25 qui se lève, ils ont gagné, ils rentrent dans le Beth Amikdash, et là ils cherchent pour allumer la menorah, mais la menorah on l'allume pas à n'importe quel moment, on l'allume à quel moment? Le soir, hein, la nuit, et la menorah reste allumée toute la nuit, hein, c'est comme ça que c'est. Donc, ils cherchent la fiole d'huile, et donc ils l'ont allumé quand? Le 26. Le 26, c'est-à-dire le 25 au soir qui est amené au 26. 26 oui. Donc, logiquement, Monsieur Rambam, Pourquoi on ne dit pas qu'ils sont rentrés le 25 le soir? Pourquoi ça va pas? parce qu'a priori, Nirnesou, quand on dit ils ont gagné la guerre le 25, ils ont gagné le 25. Ils sont rentrés le 24 et le 25 c'est le soir. Non, il y a marqué qu'ils ont gagné le 25. Alors? Chez Gavrou, quand ils ont gagné Israël, les ennemis, Ouais. c'était le 25 qui se lève. Ça peut être le soir. Pourquoi ça peut pas être le Et soir? quoi, dès qu'ils sont rentrés le 25, Alors, ça peut être ils dans ont la gagné. nuit. Ça peut être dans la nuit que ça fait. Le 25, C'est caché. En tout cas, pour les commentaires du Rambam, tout le monde comprend. Ils ont gagné le 25. Donc, c'est pas dès que le 25 est rentré, quand on dit on a gagné, il se passe nécessairement un temps entre le moment où on gagne, le moment où on rentre dans le Beth Amikdash, on va dire on va allumer le candélabre. Même si je dis c'est le 25 au soir. Ou alors ils ont gagné le 24. Si je dis qu'ils ont gagné le 25, c'est-à-dire la victoire c'est le 25. Et quoi, de suite ils rentrent dans le Beth Amikdash, de suite ils cherchent, on va dire qu'ils n'ont pas cherché suffisamment bien, parce qu'on doit allumer la menorah même avant que la nuit tombe. Donc pour le 25, on allume presque le 24 encore. Donc il y a un souci, nécessairement, le 25, ils n'ont pas allumé. Enfin, la nuit, le soir du 25, ça n'a pas été allumé. De ce qui ressort du Rambam ici. Quoi? Donc il l'aurait allumé le 25 au soir. Le 25 au soir qui donne le 26. Et là, maintenant, tout le monde tombe sur le Rambam en disant, bah alors si c'est comme ça, pourquoi on commence Hanouka le 25 qui se lève? On doit commencer le 26 qui se lève. Et pourquoi peut-être qu'ils ont gagné la guerre le 25 dans la matinée? Ils ont toute la journée pour allumer. Donc ils l'ont allumé. Non, on n'a pas toute la matinée. On allume le soir. La menorah, on ne l'allume pas n'importe quel moment de la journée. On l'allume que le soir. Donc s'ils ont gagné, pour dire qu'ils ont allumé le 25 au soir, il faut dire qu'ils ont gagné le 24. Et il y en a qui vont dire comme ça. On va dire non, c'est pas ils n'ont pas gagné le 25, ils ont gagné le 24, et donc ils ont allumé le soir du 25. Si je dis comme ça, tout est bon. Quoi? Mais il y a marqué 25, il n'y a pas marqué 24. Non, c'est 25-25. Quoi? 25-25, logiquement. Donc s'il y a marqué 25, alors pourquoi le prix Hadash, Rabbi Yecheskel da Silva, vous savez, Rabbi Yecheskel da Silva, c'est le seul, c'est un des deux seuls commentateurs séfarades qui figure dans l'édition du Shulchan Aruch. Parce que Shulchan Aruch, c'est Rabbi Yosef Karo qui l'a écrit, séfarade, mais tous les commentateurs qui sont autour, c'est tous des Ashkenazim. Le Shach, le Tas, c'est tout ce que des Ashkenazim, sauf le prix Hadash, qui est Rabbi Yecheskel da Silva, et le Birkei Yosef, mais qui ne figure pas dans toutes les éditions. Donc, mais sinon, tous les autres, c'est des Ashkenazim. Alors bon, le Prach, il faut... Alors le Prach, le prix Hadash, va dire, à la vérité, c'est exactement comme dit le Rambam. Ils ont commencé à allumer qu'à partir du 26 au soir. Ah. Et d'ailleurs, il dit comme ça, on a résolu le problème de la question du Beth Yosef. Mais d'abord, répond à la question, mais alors comment on allume à partir du 25? Il dit, on allume le soir du 25 pour la victoire militaire et pas pour le NES. C'est-à-dire qu'on a fait un jour de plus d'allumage pour avoir conscience que la victoire militaire vient d'Hachem, et c'est pas de l'homme. Et voilà comme ça, le Prach va expliquer que finalement, les 8 jours de Hanouka, c'est 7 jours plus ça. Et dit, si je dis comme ça, j'ai balayé la question du Beth Yosef, sur laquelle il y a 60 000 réponses, qui est, on a trouvé une fiole d'huile qui devait durer un jour, et au lieu de durer un jour, elle a duré 8 jours. Si c'est ainsi, combien de jours de miracle? Il n'y en a que 7, il n'y en a pas 8, puisqu'il y en a un, ça devait brûler. Donc on devrait faire que 7 jours de fête, et pas 8 jours. Si maintenant je dis qu'il y a un jour qui est pour la victoire militaire et 7 jours par rapport au miracle, j'ai résolu le problème. Vous avez compris? Donc ça c'est une des réponses, et donc c'est comme ça que le Prach va comprendre. Donc, vous voyez,
On a juste un petit peu essayé de comprendre le Rambam sur son introduction. Le Meiri qui est aussi un Rishon comme le Rambam, lui il dit clairement la victoire c'était le 24, c'était pas le 25, point barre. Donc voilà, donc on a... Alors, revient la question du Beth Yosef, sur laquelle on reviendra pour donner d'autres réponses. Maintenant, il y a une grande curiosité dans la fête de Hanouka quant à savoir pourquoi il y a la fête. Si vous regardez la Tfila à l'Anissim, on ne parle pas du tout de la fiole d'huile qui, au lieu de durer un jour, a duré 8 jours. Victoire militaire. Victoire militaire. Et ils ont allumé des nérotes. Il y a marqué, ils ont allumé des nérotes, Bechatzrot Kodshecha. Les Kavou Shemona, ils ont fait 8 jours de fête. Pourquoi 8? La Tefila ne le dit pas. La Nissi, Valpokan, Bimé, Matidou Ben Yechonikon, Keshika, Avram Al-Khouti Archa, ils nous ont, on a gagné, etc. Et Hachem nous a truc, ils ont allumé les nérotes, et puis ils ont fait la fête pendant 8 jours. Pourquoi? Il y a une fiole, on ne parle pas du tout de fiole d'huile. Dans la Gemara Shabbat, qui est la source des Ilchot de Hanouka, c'est Gemara Shabbat, page 21 et les suivantes, c'est qu'il n'y a pas de Mishnah, il n'y a qu'une seule Mishnah dans Baba Kama qui parle du Ner Hanouka, mais au passage s'il y a eu un dégât à cause de ça. Mais on ne sait même pas pourquoi il y a Ner Hanouka. Il y a d'autres endroits dans la Mishnah, certes, où on nous parle de la Kriyat Torah de Hanouka, qu'on peut lire les Bikurim, qu'on peut amener les prémices jusqu'à Hanouka, mais qu'on ne lit pas il y a des textes à lire, alors de Scott à Hanouka, on ne les lit pas. Donc, on parle de Hanouka, certes, mais on ne dit pas qu'est-ce que c'est comme fête. La seule source, c'est dans la Gemara, c'est pas dans la Mishnah, c'est... Quoi? C'est dans Shabbat pour les... Shabbat pour les huiles, je crois. C'est ce que j'ai... C'est donc pas dans la Mishnah. Non. D'accord. Non, on parle de la Mishnah. Donc, dans la Mishnah, il n'y a aucune source. La seule source où on nous parle de tout le détail, Gemara Shabbat, Daf Kaf Aleph, Amoud Aleph et suivante, où au détail, au détour, où la Gemara et Madikin, avec quelle huile et quelle mèche on peut allumer les lumières de Shabbat. Après, elle pose la question, est-ce que les huiles et les mèches qu'on ne peut pas utiliser pour Shabbat, est-ce qu'on peut les utiliser pour le Beth Amikdash? Et après, elle dit, et les huiles qu'on ne peut pas utiliser pour le Beth Amikdash, est-ce qu'on peut les utiliser pour Hanouka? Et donc c'est comme ça, et là-dessus, la Gemara, elle enchaîne, et puis après elle dit, Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Et là-bas, elle parle que de la fiole d'huile. Elle parle plus de la victoire militaire. Ah, c'est bizarre, cet aspect, où il y a deux approches, le miracle, et de l'autre côté, la fiole d'huile. Alors il y a, dans les Sfarim, on va nous dire la chose suivante. On dit le Hallel, pas par rapport à la fiole d'huile. Dans la Tefila, les remerciements que l'on fait à Hachem, c'est pas parce qu'il y a eu un miracle dans le Beth Amikdash. Ça ne nous a pas sauvé la vie, ce miracle dans le Beth Amikdash. Ils veulent allumer la menorah. Théoriquement, est-ce qu'ils pouvaient l'allumer alors que c'était en état d'impureté ou pas? C'est une bonne discussion. Parce que Touma ou Torah Berabim, Betsibour, pardon, l'impureté, quand on est en état d'impureté, on peut amener les sacrifices même quand on est en état d'impureté. Alors on va dire, donc ils pouvaient allumer la menorah même en état d'impureté. Ils disent non. Touma ou Torah Betsibour, c'est que pour les corbanotes, c'est pas pour la menorah. Bon, alors, donc pour les sacrifices, oui, mais pas l'allumage de la menorah. Bon, alors maintenant, ils sont impurs. Mais ils sont impurs. Anus Rahman Patré, quand on est dans un cas d'impossibilité, on est dispensé de la mitzvah. C'est bon, on peut pas. Ils n'ont pas d'huile, Point barre, c'est fini. Ah, maintenant il y a un miracle. Le miracle, c'est pas, ça nous a pas sauvé la vie entre guillemets. Donc le Hallel que l'on fait et les Odaot, les remerciements qu'on fait dans la Tfila et dans le Birkat Amazon, c'est par rapport à la victoire militaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mention du miracle. Par contre, ce que l'on fait par rapport au miracle, c'est l'allumage de la menorah, qui n'est pas du tout lié à la victoire militaire. Donc vous voyez qu'il y a deux choses en fait dans Hanouka, et c'est quand on analyse de près qu'on peut se rendre compte de cette séparation qui peut exister entre, d'un côté, les remerciements qu'on doit donner à Hachem parce qu'on a eu la libération et la victoire militaire, et d'un autre côté, la mitzvah du Ner Hanouka, qui est autre chose pour laquelle on allume. D'accord? Donc le Hallel, c'est pour la victoire. Pardon? Le Hallel, c'est par rapport à la victoire. Exactement. Parce que les Mefarshim vont dire, on ne peut pas faire le Hallel sur un miracle, parce qu'il y a un miracle.
C'est-à-dire un miracle qui s'est passé en Beth Amikdash. Le Hallel, c'est quand on a été sauvé. On a passé la mer Rouge. Je sais que la Gemara dans Psachim dit, quand ils ont passé la mer Rouge, ils ont fait le Hallel. Les premiers à avoir fait le Hallel, c'est Moshe, Myriam et Aaron. Tashira Azot, c'était le Hallel. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Hallel HaMitzri, parce que Metzet Israël Mitzrayim, Met Yaakov Mermoa, ils ont été Yehuda Lekocho, Israël Meshota, Yamra Vayanos. La mer a vu, elle s'est enfuie, etc. On parle de la mer, c'est exactement ça. C'était au moment de. Alors pourquoi on ne fait pas le Hallel dans la Megillah? Ah, alors pourquoi à Purim on ne fait pas le Hallel? Alors c'est très 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 juste cette question, c'est la the big question de Purim à laquelle il y a 60 millions de réponses, mais je te donnerai juste deux réponses des plus bateaux, les plus classiques, ou deux ou trois. Allez, la première c'est que c'est un miracle qui s'est passé en dehors d'Israël. Ça me dire, ah mais la sortie d'Égypte c'était aussi en dehors d'Israël, mais c'était avant qu'on arrive en Israël. Donc à ce moment-là, l'onit katcha Eretz Israël. Mais à partir du moment où on arrive en Eretz Israël, tout miracle en dehors d'Israël ne mérite pas de Hallel. Premier truc. Donc Hanouka c'est en Israël, donc c'est bon. Deuxième, c'est qu'après le sauvetage de Purim, on est resté encore les esclaves d'Ahashverosh, donc c'était pas un super sauvetage. Troisième réponse, on lit la Megillah, et la Megillah est Zohilula. La Megillah, c'est le Hallel de Purim, au point qu'on dit que si quelqu'un, c'est la halakha, il n'a pas du tout de Megillah, il ne peut pas lire la Megillah, il lit le Hallel. Voilà, donc on a bonne réponse. Maintenant, sur la puissance de l'importance de l'allumage de la Hanoukia, le Rambam dit dans le chapitre 4, halakha 12, il dit Afilou Ani. Afilou, voilà. Et il va dire Afilou Ani Einlo Mayochal. Il n'a pas de quoi manger. Et là, Minatzedaka Shoel Omocher Kesuto. Il demande, donc il va faire la manche, où il va vendre sa chemise. Pourquoi Veloker Shemen Venerot ou Madlik. Pour avoir cette halakha, on peut passer comme ça. Mais c'est un monde, cette halakha. Vous imaginez un type, il a juste une chemise sur le dos. Pour la mitzvah de Hanouka, on va lui demander même d'être prêt à vendre sa chemise pour pouvoir allumer la lumière de Hanouka. C'est au-delà de tout ce qu'on demande pour n'importe quelle mitzvah. Pour une mitzvah en général, on demande jusqu'au 5e de ses biens. Hein, l'étrog, on peut monter dans les prix. Jusqu'au 5e. Au-delà du 5e, on ne va pas. Mais là, la chemise, c'est plus qu'un 5e. C'est terrible. Donc ça veut dire que là, l'exigence de l'allumage, de l'importance de l'allumage de la Hanoukia est quelque chose d'une importance capitale. D'où sait-on qu'on exige. Où on a vu comme ça qu'on demande à un pauvre même d'être prêt à vendre sa chemise. Chazak. Et donc dans Derba Kosot, Gemara dans Psachim, Daf Tzadetet 99b, on dit que. Mais alors là-bas, ce qu'on dit, c'est l'oyifratou. On ne doit pas donner moins aux pauvres que Arba Kosot, etc. On n'a pas dit d'abord. Le premier souci, c'est de se soucier du pauvre. C'est pas que le pauvre, il doit vendre sa chemise. Mais on voit qu'il y a cette exigence. Et Rabbi Akiva Iger dit donc c'est donc un Chidush Atzum qu'on retrouve nulle part. Qu'on demande à cette personne de demander pratiquement un tiers de ses biens. C'est au-delà de tout ce qu'on pourrait lui exiger. Au niveau de l'exigence, il y a quelque chose qui est encore très puissant. C'est l'obligation de Ner Hanouka. C'est une obligation de la maison ou de la personne? Foyer fiscal. Cette histoire est très compliquée. Ça dépend des Ashkénazes. Ah, c'est en dehors du problème Ashkenaz Farad qui pourrait avoir une certaine incidence. D'après Rashi, c'est Chovat Habayit. C'est une obligation de la maison. Et le Rama donc, va emboîter le pas de Rashi en disant que quand on va parler de Hidour, vous vous souvenez que le Hidour dans la Gemara, c'est que chacun allume une bougie. C'est-à-dire le Hidour, quand chacun il fait un Hidour, il ne fait pas la mitzvah. La mitzvah, c'est d'allumer une lumière pour toute la maisonnée. Et quand on fait le Hidour, donc d'après Rashi, ils font seulement du Hidour, ils ne font plus la mitzvah. Et ça, c'est très complexe, parce que où on a vu qu'on fait une bracha sur un Hidour, alors qu'on est déjà yotzé la mitzvah.
C'est pour ça qu'il y en a qui tombent dessus à bras raccourcis en disant non, non, c'est pas possible de dire comme ça, donc je suis obligé de dire c'est Chovat Gavra, c'est l'obligation de la personne, c'est pas une obligation de la maison. Si c'est une obligation de la personne, c'est pas une obligation de la maison, alors comment ça se fait qu'on n'est pas obligé d'allumer chacun sa propre Hanoukia? On dit parce que le Baal Habayit va réaliser Midin Shaliach. C'est-à-dire c'est l'émissaire de toute la famille quand il allume la Hanoukia, donc familiale. C'est-à-dire donc c'est pas un Chovat Bayit, c'est un Chovat Gavra. Vous voyez que je peux dire et pour Ashkenaz et pour Séfarad, Chovat Gavra ou Chovat Bayit. C'est pas... Le Pnei Yoshua se pose la question, pourquoi d'un seul coup on est en train de se poser la question Chovat Bayit? C'est une obligation que c'est une obligation de la personne. Mais Ner Hanouka c'est une obligation de la personne. Donc, pourquoi il y a un principe de Chovat Bayit, d'obligation de la maison? Il dit parce que il y a un principe fondamental qui est lié à la Hanouka, c'est Pirsoumanes, diffusion du miracle. Or la diffusion du miracle se fait à la porte qui donne sur la rue. Une porte qui donne sur la rue, c'est que la maison, c'est pas la personne. Donc c'est pour ça que ce serait Chovat Bayit puisque Chovat Gavra. Question qu'on va essayer de décortiquer. Quelqu'un qui n'a pas de maison, ou alors qui se trouve tout simplement en déplacement, et donc il n'a pas de maison fixe au moment où arrive Hanouka. Est-ce qu'il a un chiyuv d'aller chercher une maison pour faire la mitzvah de Hanouka? Puisque si une personne n'a pas de maison, il n'a pas de porte, il ne peut pas faire la mitzvah de Ner Hanouka. On ne peut pas mettre la Ner Hanouka n'importe où. L'allumage qui se fait à la synagogue ne rend quitte personne, même pas le Shaliach Tzibour. On est d'accord? Donc maintenant, question fondamentale, si une personne n'a pas de maison, est-ce qu'il doit aller jusqu'à louer une maison pour avoir une porte pour pouvoir mettre cette Ner Hanouka? C'est-à-dire, il n'a pas de maison, quoi. Je vais l'obliger à aller louer une maison pour faire la maison. Ah, il peut s'indexer, mais il ne peut pas s'indexer sur une personne qui en a une. Hein? À la choule, on ne sera pas quitte, on a dit. Pardon? Sauf lui. C'est bien tenté, mais en tout cas, est-ce qu'on pourrait exiger qu'il doit louer une maison? Alors, c'est ma requête Rambam Tosfot. Alors, pour comprendre, pour retrouver le Rambam, en fait, on va aller chercher dans le Rambam des Ilchot Brachot, et que Ilchot Brachot, chapitre 11, Halacha 2. Et il dit, donc en fait, on ne parle pas du tout de notre sujet directement, mais vous allez voir que ça va avoir une incidence par ricochet. Là-bas, il parle des brachot que l'on doit faire quand on doit faire une mitzvah. Il dit, Yesh mitzvot aseh she'adam chayav lishtadel virdof ad she'yaseh otam. Il y a des mitzvot, des commandements positifs, qu'un homme est obligé de s'efforcer de les faire et de les poursuivre jusqu'au moment où il va les faire. Kegon, tfilin, souka, lulav, veshofar. Velouen, anikren, chova. Et donc, il donne les tfilin, la souka, le lulav, le shofar. Tout ça, c'est appelé chova. C'est une obligation. C'est-à-dire, c'est pas je fais la mitzvah si je veux ou je la fais pas si je veux pas. Je suis obligé d'aller chercher les tfilin. Je suis obligé de chercher un lulav. La souka, on va dire le premier soir, puisque les autres jours, c'est pas une chova. La chova, le premier soir, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'aller manger la souka. Et le shofar, je peux pas dire j'écouterai l'année prochaine. Je suis obligé d'aller chercher un shofar pour l'écouter, pour faire la mitzvah. Après, il dit Veyesh mitzvot she'eina chova. Et la domine la reshut. Il y a des mitzvot qui ne sont pas une obligation, elles ressemblent à du reshut, c'est-à-dire du presque facultatif, du optionnel, on va dire. Optionnel. Alors il dit Kegon, mezuzah ma'ake, she'ein adam chayav lishkon bebayit, ha-chayav mezuzah, que déchea c'est mezuzah. Par exemple, la mitzvah de la mezuzah ou du parapet, du ma'ake. Je ne suis pas, vous savez qu'il y a, le Rambam dit dans les Ilchot Mezuzah, il y a 10 conditions pour qu'une porte, on soit obligé de mettre la Mezuzah. Un problème de dimension, un problème d'utilisation de la maison, un problème de la porte elle-même. C'est par exemple une porte qui est complètement arrondie, il n'y a pas de montant. Elle est complètement arrondie, où il n'y a pas Sarat Fahim, il n'y a pas 10 palmes droites, mais c'est complètement en arrondi.
Il n'y a pas de montant, donc il n'y a pas d'obligation de mezouza. C'est pour ça que, par exemple, chez les Tunisiens, dans la souka, ils mettent une entrée arrondie basse. Comme ça, c'est sûr qu'il n'y a aucune obligation de mezouza. Il y a 10 conditions. Donc, le Rambam dit, je ne suis pas obligé d'habiter dans un endroit où je suis chayav d'une mezouza. Quelqu'un qui habite une tente ou un bateau, dans un bateau, il n'y a pas de chiyuv de mezouza non plus. Alors, je n'ai pas les 10 conditions pour pouvoir qu'il y ait mezouza. Eh ben, j'habite dans une maison, il n'y a pas de mezouza. Je ne suis pas obligé d'aller chercher une maison où il y a une mezouza. Donc c'est clair. Donc, première partie du Rambam, il nous parle des mitzvot où je suis obligé d'aller rechercher les téphilines, le shofar, la souka, le lulav. J'ai pas le choix. Il faut que j'aille. Je dois les faire. C'est pas optionnel. Maintenant, il y a des mitzvot qui, si je suis en condition, je dois les faire. Je suis pas en condition, j'ai pas à aller chercher à les faire. Nagid Pidyon Aben, il lui donne pas le cas, mais on va pas obliger une personne à se remarier avec une autre femme parce que la première femme elle a eu une fille et qu'il n'a pas pu faire la mitzvah de Pidyon Aben. Il faut qu'il fasse la mitzvah de Pidyon Aben, et alors il faut qu'il se remarie avec une autre femme jusqu'au moment où il va avoir un premier garçon, comme ça il fait non, et surtout qu'il ne se marie pas avec une fille de Cohen ou une fille de Lévi. Alors si, on n'a jamais vu des choses comme ça. Il y a le chiyuv, il y a le chiyuv, il n'y a pas de chiyuv, il n'y a pas de chiyuv. Donc, lui il a donné 2 cas, la mezouza et le maraké. Alors maintenant, et après il continue. Et après à la fin il dit, donc pour ces mitzvot-là, on doit faire que ça soit chova ou reshut. Quand on fait la mitzvah, on doit faire comme la bracha, chakidishon mitzvot esivanu, donc qui nous est ordonné par ses commandements. Donc même pour la mezouza, si je suis dans un cas où je suis obligé de le faire, je fais la bracha. Et puis il continue. Et quand vechen kol mitzvot shen midivre sofrin, de la même façon les mitzvot d'obligation rabbinique. Donc midivre sofrim, ben mitzvah shi chova, que ça soit, regardez comment la chaîne du Rambam, que ça soit une mitzvah qui est une obligation chova, kegon. Par exemple, Mikra Megillah, Vadlakat Haner, Beshabbat, Vadlakat Haner, Bechanouka. Il donne 3 cas, Megillah, Hanouka et Purim et Hanouka. Donc il appelle ça Chova. Donc, alors que pour la mezouza tout à l'heure, il appelait ça Reshut. Il en ressort ici que pour le Rambam, et c'est marqué comme ça dans les Acharonim, eh bien, une personne qui n'a pas de maison, il doit aller chercher une maison pour la louer, pour avoir une porte, pour pouvoir mettre sa mezouza, parce que c'est chova, c'est pas reshut. Autant pour la mezouza, on a dit, s'il a une porte, s'il n'a pas les conditions pour l'obliger à mettre une mezouza, il n'est pas chayav. C'est reshut. Là, c'est chova, le Rambam l'a dit en chova. Donc, d'ilchot brachot, les Charonim vont conclure que le Rambam va... Pardon ? Oui, alors, dans la mitzvah de souka, oui, mais je suis obligé de chercher une souka. La souka, on n'a pas demandé que ce soit à soi. Je peux aller chercher la porte du voisin. Est-ce que je peux aller sur la porte du voisin ? Non, parce que lui, il sera en quitte avec sa mitzvah. La souka... Quand je dis ça, c'est m'annexer sur lui, quoi. Alors, dans ce cas-là, oui, je m'annexe, je paye quelque chose, c'est le din arsanaï. Le din arsanaï, c'est l'invité. Alors oui, mais le arsanaï, il devient locataire du lieu avec les obligations et aussi dans la mitzvah. Donc il participe, mais de fait, maintenant il a aussi sa porte. Ma question, elle est, il n'y a personne qui allume déjà. Est-ce qu'il est dans un endroit où il n'y a personne ? Désert, il n'y a pas de juifs. Est-ce qu'il doit allumer ? Est-ce qu'il doit louer un appartement pour avoir une porte pour un... Non, il n'y a personne il n'y a pas de juifs qui est des goyim, etc. Donc il pourrait louer. Donc il ressort d'ici. Alors après le Rambam il dit, maintenant il y a mitzvah des Rabbanan qui sont aussi reshut. Par exemple, Eruv Tafshilin ou Eruv Ratzerot, c'est optionnel si j'ai besoin. Netiat Edaim, si je veux manger du pain, alors je fais Netia, mais si je veux pas manger de pain, il n'y a pas de... Et donc il fait bien la part entre le chova et le reshut. Tosfot, lui va avoir une autre approche.
Tosfot va dire pourquoi dans la Hanoukia on a institué le fait de faire une bracha quand on voit la Hanoukia. Vous savez que aujourd'hui c'est pas très praticable, mais c'est rapporté dans la halakha, qui est ça je vais vous le lire comme ça au moins c'est bien dans le texte. C'est chapitre 676 du Shulchan Aruch. Et c'est la ligne 3. 676. Et il dit Michelo Idlik, celui qui n'a pas allumé la Nechanouka. Ve'eino atid l'adlik, beoto laila. Et il n'a pas allumé, il ne va pas allumer dans la soirée un peu plus tard. Vegam en mandikim ala betor beto. Et on n'allume pas chez lui aussi pour lui. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est en voyage, il est à Trifouilly-les-Oies, où il n'y a personne qui allume la Nechanouka là-bas. En Chine. Hein? En Chine, si tu veux. Maintenant, non mais je préfère parce que la Chine, il y a un problème de décalage horaire, ça rend la question un peu plus complexe. Donc je vais pas, on va dire Trifouilly-les-Oies qui est sous la même attitude. Et donc, lui, il a sa femme et ses enfants à la maison, et sa femme va allumer le Ner Hanouka. Donc il est quelqu'un, il est quitte par sa femme, même s'il ne voit pas du tout le Ner Hanouka. Donc là, on est dans un cas où personne n'est pour lui, enfin, célibataire. Il est dans un endroit où il n'y a personne, il n'a pas allumé et il ne va pas allumer. Donc c'est une personne qui a priori n'a aucun lien avec l'allumage ce soir-là. On dit que chez Roé Ner Hanouka, Mevarer Shasen ici. Quand il voit, c'est le Shulchan Aruch qui dit, quand il voit le Ner Hanouka, il fait la bracha Shasen ici, Navotenu Bayamimem Bazemanazé. Ou Belel Rishon Mevarer Gam Shechianu. Et si c'est le premier jour, il fait même la bracha de Shechianu. Il voit ça, il voit une fenêtre, où il voit. Voilà, oui, il fait Shasen ici, Navotenu et Shechianu. Oui, il voit une Hanouka. Il y a un juif qui habite là, donc lui il ne connaît pas ce juif, il ne va pas taper chez lui en disant. Sinon il n'est pas tout. C'est pas sûr, en tout cas ici il n'a pas de maison. Et, en tout cas, on ne sait pas pourquoi il n'allume pas, pourquoi il n'a pas allumé, il ne va pas allumer. C'est un fait. Qu'il n'a pas allumé, il ne va pas allumer. Non, il est en déplacement, sa femme elle a fait la Hanouka. Alors le nerf de la synagogue, a priori on ne peut pas, parce que avec une. Alors est-ce qu'on peut faire la bracha de Birkat Haroé sur le nerf de Hanouka de la synagogue? Je ne pense pas. Parce que le nerf Hanouka de la synagogue, c'est un minag très compliqué, sur lequel on reviendra une autre fois, qui est d'allumer parce qu'aujourd'hui le Pirsoumanès ne se fait plus dans la rue parce que les gens ils allument chez eux. Et donc le Pirsoumanès public se fait à travers la synagogue, et que la synagogue. Et c'est un grand problème de savoir comment on peut faire la bracha sur l'image de la synagogue. Donc c'est a priori, comme le kiddush du vendredi soir, c'est une mitzvah qui rend quitte personne. Donc comme ça rend quitte personne, est-ce qu'on peut faire une bracha dessus? Je ne suis pas sûr. C'est Cheskat Kashrut. Le type il a un truc, certainement, c'était fait dans les règles de l'art. Et il dit, donc le Tosfot va dire, pardon, il faut qu'il voit la Hanouka. Et en tout cas, il voit la Hanouka et il va faire donc la bracha, même chez Chiyanou le premier jour, et la bracha de Shasanissim. Tosfot dit, quand on voit la Hanouka, on fait la bracha de Shasanissim. Quelqu'un qui n'a pas de mezouza, parce qu'il habite une tente ou un machin comme ça, et il voit une mezouza, on n'a pas dit qu'il fait une bracha. Et Tosfot se pose la question, pourquoi on a fait distinction entre Ner Hanouka et la mezouza? Mais de cette distinction, ça veut dire qu'il assimile Ner Hanouka à la mezouza. S'il assimile Ner Hanouka à la mezouza, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec le Rambam de dire qu'un est Réchout et l'autre est Chova. Et donc ça veut dire que pour le Tosfot, le Ner Hanouka rentre dans le même cadre que la mezouza, puisqu'il dit on pourrait comparer les deux. Pourquoi on fait une bracha pour l'un, on ne fait pas une bracha pour l'autre? Donc c'est comparable. Si c'est comparable, donc on est comme pour la mezouza, on a dit si j'ai pas de maison, j'ai pas de Chova. Pour le Tosfot,
Quelqu'un qui n'a pas de maison, il n'a pas de chova de louer une maison pour pouvoir faire la mitzvah de Ner Hanouka. Une personne qui n'est pas chez lui. Alors, halakha. Sa femme, Oui. elle allume pour lui. Bien sûr. Il l'a quitté même s'il ne voit pas du tout de. Complètement. Même s'il ne voit pas. Mais encore, il est au travail. Et sa femme avait allumé. Lui va arriver du travail à 22h, 23h parce qu'il a. Et puis il peut pas et puis il y a les enfants, il y a toute la famille qui est là. Ou c'est quelqu'un qui est marmire d'allumer dans le Zman, parce que vous savez que théoriquement c'est bien d'allumer dans le Zman. Alors là il y a tout un dioun, il y a tout un questionnement sur lequel on reviendra. Mais en tout cas, c'est mieux que d'allumer avec la famille, avec les enfants. Le mari n'est pas là. Eh bien, elle allume, elle le rend quitte. Et une fois que la demi-heure est passée, etc., elle enlève la Hanoukia, par exemple, elle nettoie tout, etc. Le mari, il arrive comme si rien n'était. Il n'a rien vu du tout de la Hanoukia. Pardon ? De son côté, il ne doit pas la rallumer, lui. Ni de la rallumer, il est quitte de la mitzvah. Alors qu'il n'a même pas vu le soupçon de la Hanoukia. Ni quand il est parti, ni quand il est revenu. Et ça pendant 8 jours. Il est quitte. Bon, c'est pas top. C'est pas top, c'est clair. Mais Yotze, il est Yotze de la mitzvah. Vous voyez qu'on a vu quelques petits points. Quoi ? Est-ce qu'il peut rallumer s'il veut? Est-ce qu'il peut rallumer s'il veut? C'est pas évident. Ah non, le problème de quelqu'un en plus, c'est si personne n'a allumé pour soi et si on n'a pas allumé. Là où il y a et qu'il est tard le soir, alors il y a un inyan d'allumer et qu'il y ait quelqu'un avec soi. Mais maintenant, mais c'est pas évident qu'il puisse rallumer dans la mesure où sa femme l'a déjà rendu quitte, à moins qu'il stipule à sa femme qu'il veut pas se rendre quitte par son allumage et que lui veut allumer. Mais c'est pas évident parce que Berova Madarat Meler et puis il y a un problème Bracha Sheina Tzricha. L'histoire est pas simple. On voit que quand on commence à tirer les halachot de Hanouka, on sent que c'est simple, mais c'est un enfant, un chaliar, n'importe quel chaliar. Le logique ce serait la femme. Qu'est-ce qu'il est Ah non, parce que c'est Chovat Hadar, c'est Chovat de ceux qui habitent. Donc c'est de chaque personne. Qu'est-ce qui est préférable? Qu'est-ce qui est préférable? Maintenant, il pourrait avoir un chaliar sur toute la ville qui allume pour toutes les maisons. Mais il passe dans chaque maison. Qu'est-ce qui est préférable? Que la femme elle allume dans le Zman avec les enfants ou plutôt qu'avec le mari quand il rentre il fait nuit? Et tout ensemble. Ça, c'est une question qu'on reverra une prochaine fois. Blé Neder. Ah, vous voulez pas me dire? Ah, c'est même pas une minute de mincha, ça c'est impossible de répondre à ça. Moi j'ai une question par rapport à un petit point que vous avez dit sur le bien Amen. Si on est marié avec une Lévi, on ne va pas le faire en fait, c'est ça? Ouais, Cohen Levin, il n'y a pas, parce que. Il n'y a pas.